C'est une question que beaucoup de Français commencent à se poser en silence, derrière leurs écrans ou dans les cafés, car ce qui se passe aujourd'hui, à des milliers de kilomètres de Paris, dans l'État de Michigan, a tout pour secouer l'équilibre politique mondial, y compris ici, en France. Un vent de rejet souffle sur Donald Trump, et ce vent vient justement de l'un de ses bastions historiques. Michigan, cet État pivot, industriel, autrefois bastion du rêve américain, est en train de devenir le théâtre d'un retournement de situation que personne n'avait vraiment anticipé. Là où l'ex-président avait construit une partie de sa légende en 2016, une partie croissante de la population commence à tourner le dos à son projet politique. Fatigue, colère, trahison. Trois sentiments qui s'installent dans les rues enneigées de Détroit, Grand Rapids ou Flint. Mais pourquoi cela devrait-il nous inquiéter ici en France? Parce que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, restent une puissance centrale dans l'équilibre des démocraties occidentales. Parce que les choix politiques faits à Washington résonnent à Bruxelles, à Berlin, à Londres et à Paris. Et parce qu'un affaiblissement de la figure trumpienne ne signifie pas seulement la fin d'un style politique, cela pourrait aussi bousculer les alliances internationales, raviver les tensions internes en Europe et redéfinir notre relation à la superpuissance américaine. Dans un monde déjà fracturé par les guerres d'influence, les désillusions économiques et la montée des extrêmes, l'image d'un Trump affaibli par sa propre base électorale envoie un signal, et pas un signal de paix. En observant les manifestations silencieuses de Michigan, les interviews désabusées, les visages fatigués des anciens électeurs MAGA qui se disent aujourd'hui trompés, c'est un autre phénomène que l'on commence à percevoir. La lassitude face à la politique spectacle. Une lassitude qui résonne avec nos propres débats, ici en France, sur la perte de confiance envers les élites, le rejet des promesses non tenues, la peur d'un avenir incertain. Et si cette fracture américaine n'était que le miroir de notre propre désenchantement européen? Et si ce rejet de Trump n'était pas seulement un problème américain, mais le début d'un tournant idéologique à l'échelle mondiale? Car au-delà de la figure de Trump, ce sont les valeurs qu'il incarne. Autorité, protectionnisme, nationalisme exacerbé, qui semblent être remises en cause. Et cette remise en question pourrait bien traverser l'Atlantique plus vite qu'on ne l'imagine. Derrière cette révolte symbolique à Michigan, il y a un cri sourd, celui d'un peuple qui se sent trahi. Et ce cri, il est de plus en plus audible en France aussi, dans nos urnes, dans nos rues, dans nos débats sur l'identité, la souveraineté, la place de la France dans le monde. À l'approche des élections européennes, à l'heure où l'influence américaine façonne encore largement notre diplomatie, la fragilité du trumpisme résonne comme une alerte. Car si Trump commence à vaciller, ce n'est pas qu'un homme qui tombe, mais peut-être tout un courant. Alors, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Ce qui se passe à Michigan est peut-être bien plus qu'un épisode de politique intérieure américaine. C'est un signal que les sociétés occidentales, de part et d'autre de l'Atlantique, commencent à remettre en cause leurs anciens repères. Et ce qui est en jeu dépasse un nom, une campagne ou un parti. C'est une question d'équilibre mondial, de confiance démocratique, de résonance entre peuples qui doutent. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la chute progressive de Trump pourrait annoncer un changement de cap pour les États-Unis et donc pour leurs alliés, dont la France? Ou au contraire, voyez-vous cela comme une simple crise passagère d'un système à bout de souffle? Dites-le-moi dans les commentaires. Vos avis, vos analyses, vos inquiétudes comptent énormément. Ce que vous ressentez ici en France, face à cette vague qui traverse l'Amérique, c'est exactement ce que ce type de contenu cherche à explorer. Si ce sujet vous interpelle, si vous pensez qu'il mérite d'être discuté, partagé et approfondi, mettez un like à cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais un grand coup de pouce pour que ce type de contenu indépendant continue d'exister. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, car ici, on ne commente pas l'actualité comme ailleurs. On la décrypte, on la relie à notre quotidien, à notre avenir commun. Ensemble, il y a des endroits qui portent en eux des symboles.
Le Michigan en fait partie. Longtemps considéré comme le cœur battant de l'Amérique ouvrière, cette terre de grandes usines et de fierté industrielle est aussi devenue, presque malgré elle, l'un des thermomètres politiques les plus sensibles des États-Unis. En 2016, c'est là que Donald Trump a frappé fort. Il a retourné un électorat que l'on croyait acquis aux démocrates. Il a parlé à la souffrance, au ressentiment, à la peur du déclassement. Et pendant un instant, ces voix silencieuses se sont levées pour lui offrir un ticket vers la Maison-Blanche. Mais quelque chose est en train de changer, lentement, profondément, presque dans un silence dérangeant. Les derniers mois ont révélé une tendance inattendue. Une part croissante de ces électeurs, ceux qu'on appelait autrefois les oubliés de l'Amérique, commencent à se détourner de celui qu'ils voyaient comme leur champion. Ce retournement n'a pas fait les gros titres des journaux traditionnels, mais il est là. Il se lit dans les enquêtes d'opinion locale, dans les témoignages recueillis par les médias régionaux, dans les discussions de rue, dans les silences gênés des partisans d'hier. Ce qui se passe dans le Michigan, ce n'est pas seulement un changement de vote, c'est une fissure, une cassure lente presque invisible dans l'édifice du Trumpisme. Et cette fissure est peut-être plus grave qu'une défaite électorale, parce qu'elle vient de l'intérieur. L'un des signes les plus troublants est l'émergence d'un sentiment de trahison. Beaucoup de ces électeurs, qui avaient cru au discours de protection, de grandeur retrouvée, de renaissance industrielle, se sentent aujourd'hui floués. Les promesses de relance de l'emploi, les rêves d'un retour en force du secteur manufacturier, se sont souvent heurtés à la réalité d'un monde économique plus complexe que prévu. Les fermetures d'usines ont continué. Les salaires sont restés stagnants. Et, peut-être plus que tout, le style Trump a fini par lasser. L'arrogance, les polémiques sans fin, l'impression d'un chaos constant ont progressivement érodé cette confiance que l'on croyait inébranlable. Ce basculement est difficile à quantifier précisément. Il ne se traduit pas encore massivement dans les sondages nationaux, mais il est perceptible dans les détails. Une baisse de participation dans certaines primaires républicaines, une montée des voix critiques dans les cercles conservateurs locaux, et surtout une impression d'usure, de fin de cycle. Ce que l'on croyait être une dynamique irrésistible montre des signes d'épuisement, et tout cela, depuis le Michigan, résonne jusque de ce côté-ci de l'Atlantique. Car si l'Amérique doute de Trump, la France observe, la France analyse. Car cette figure politique a nourri, directement ou indirectement, toute une vague populiste en Europe. Marine Le Pen, Éric Zemmour, certains segments des Gilets jaunes ont puisé, chacun à leur manière, dans cette énergie de rupture que Trump représentait. Si cette énergie se fissure à la source, ses répercussions pourraient être considérables. Ce que nous voyons dans le Michigan, c'est peut-être le début de la fin d'un mythe. Le mythe d'un homme providentiel, capable d'inverser le cours de la mondialisation à lui seul. Le mythe d'un leader anti-système devenu paradoxalement un symbole du désordre. Et derrière la chute éventuelle de Trump, c'est peut-être une fatigue bien plus vaste qui s'exprime, celle des peuples face aux promesses de changement radical qui ne mènent nulle part. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Trump reste puissant. Il conserve une base fidèle, des relais d'influence, une maîtrise de la communication que peu de figures politiques possèdent. Pourtant, la faille est là, et elle grandit, discrètement, tragiquement. Comme une fracture tectonique, invisible en surface, mais prête à tout bouleverser. C'est cette tension que nous devons suivre de près, car elle pourrait définir la suite, pas seulement pour les États-Unis, mais pour nous aussi. Et vous, ressentez-vous cette fatigue politique autour de vous? Avez-vous, vous aussi, l'impression que les grands discours de rupture finissent toujours par se heurter à la même réalité? Écrivez-moi en commentaire si cette désillusion vous parle. Un mot suffit, fissure, trahison, ou même simplement Michigan. Cela m'aide à savoir si vous ressentez la même tension que celle que je décris ici. Il y a dans le climat actuel quelque chose d'étrangement familier, comme un écho entre les États-Unis et la France. Ce que vivent les électeurs du Michigan aujourd'hui, ce mélange de désillusion, de colère froide et d'anxiété face à l'avenir,
n'est pas si différent de ce que beaucoup ressentent ici, de Roubaix à Marseille, de Limoges à la banlieue parisienne. Ce n'est pas qu'une question d'hommes politiques ou de partis, c'est une question de confiance, ou plutôt de perte de confiance. Et cette perte est massive. Dans les rues de Détroit, des habitants racontent ne plus croire en rien, ni dans le système, ni dans les réformes, ni même dans l'idée qu'une élection puisse vraiment changer leur quotidien. Le discours de Trump leur avait redonné un souffle. L'illusion que l'on pouvait reprendre le contrôle, que la nation pouvait se relever, qu'un retour en arrière vers une Amérique forte était encore possible. Mais les années ont passé, et les choses ne se sont pas arrangées. Pire, pour certains, elles ont empiré. Cette frustration contenue, presque honteuse, se retrouve aussi chez nous, dans les conversations de tous les jours, dans les files d'attente, dans les consultations médicales surchargées, dans l'école publique qui craque de partout, dans les services publics désertés. Ce lien invisible entre deux peuples que tout semble séparer géographiquement est en fait profondément humain. Les causes du mal-être varient, mais les symptômes se ressemblent. Polarisation extrême du débat public, montée des discours radicaux, sentiment de dépossession, peur du déclassement, isolement psychologique, explosion des troubles anxieux, perte de repères. Tout cela forme un cocktail instable que certains leaders, comme Trump, ont su utiliser à leur avantage. Mais à mesure que le temps passe, même ce récit commence à s'éroder. Il y a une fatigue des promesses, une lassitude de l'hyperprésence médiatique, un ras-le-bol d'être constamment plongé dans le conflit, la polémique, la tension permanente. Et cette usure mentale se traduit par une volonté de retrait, de repli, voire d'indifférence. Mais derrière cette indifférence de façade, il y a une autre forme de révolte, plus sourde, plus dangereuse. C'est une révolte contre les institutions elles-mêmes. Quand tout devient spectacle, plus rien ne semble réel. Et cette impression est profondément déstabilisante. Dans ce climat, la France ne peut pas faire comme si elle n'était pas concernée, car l'influence américaine sur notre imaginaire collectif reste immense. Nous consommons les mêmes séries, les mêmes récits de réussite ou d'échec, les mêmes codes visuels, les mêmes réseaux sociaux. Et ce qui s'effondre là-bas finit toujours par produire une onde de choc ici. Quand l'Amérique tousse, l'Europe s'enrhume, disait-on. Aujourd'hui, quand le Michigan doute, une part de la France se regarde dans le miroir. Mais ce n'est pas simplement un jeu de comparaison. Ce qui se passe dans les bastions électoraux de Trump nous oblige à réfléchir à notre propre rapport au pouvoir, à la vérité, à la démocratie. Car ce basculement ne concerne pas seulement une frange de la population. Il touche les cœurs d'électorat. Les fameux swing states, comme on les appelle, sont le reflet de sociétés profondément fracturées. Et cette fracture, nous la vivons aussi ici. Elle ne passe pas seulement par la géographie ou la sociologie, elle passe par l'émotion collective, par ce sentiment diffus que quelque chose nous échappe, que tout va trop vite, que les élites ne comprennent plus rien à nos vies. Ce mal-être, Trump l'avait capté, il l'avait transformé en force politique, mais en ne tenant pas ses engagements ou en alimentant le chaos, il en est aussi devenu l'une des causes. Et aujourd'hui, une partie de ceux qui avaient mis leur foi en lui se retrouvent plus seuls que jamais. La solitude politique, c'est ce qui reste quand on ne croit plus à rien, mais qu'on n'a pas encore trouvé autre chose à quoi croire. Ce vide, en France, commence à se faire sentir aussi. Il s'exprime par l'abstention massive, par la montée de discours anti-système, mais aussi par une grande confusion identitaire. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qui parle en notre nom? Ce sont les mêmes questions que se posent les électeurs de Flint ou de Saginaw, les mêmes angoisses existentielles qui traversent les sociétés modernes en perte de sens. Ce que nous voyons dans le Michigan n'est donc pas un phénomène isolé, c'est un signal faible, mais puissant, un avant-goût de ce que pourrait devenir notre propre paysage politique si aucune alternative crédible ne parvient à émerger. Ce n'est pas seulement Trump qui est remis en question, c'est l'idée même qu'un homme fort puisse réparer un système brisé. Et cette idée-là, qui a tant séduit, commence à s'effondrer, lentement, sûrement. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce vide
face aux promesses politiques, ce moment où l'on se demande si tout cela a encore un sens? Partagez votre impression dans les commentaires. Dites-moi si, vous aussi, vous ressentez cette fracture intérieure. Écrivez simplement « vide », confusion ou même Detroit si ce chapitre a résonné en vous. Chaque mot partagé ici renforce notre lien. L'un des aspects les plus troublants de ce retournement politique que nous observons, c'est le silence. Pas un silence calme, apaisant, mais un silence lourd, presque pesant, comme celui que l'on ressent après une déflagration. Ce n'est pas que les électeurs de Trump ne parlent plus, c'est qu'ils ne savent plus quoi dire. Comme s'ils n'avaient plus de mots pour expliquer leur malaise, comme si la rhétorique qu'on leur avait offerte depuis des années s'était effondrée sur elle-même. Le langage de la victoire, de la reconquête, de la puissance retrouvée ne suffit plus, parce qu'il ne correspond plus à la réalité. Et pourtant, ce langage a longtemps été leur refuge. Il a été brandi comme un bouclier contre l'humiliation économique, la précarité sociale, l'effacement culturel. Trump, en promettant de faire de l'Amérique une nation à nouveau grande, n'a pas seulement proposé un programme, il a vendu un rêve. Et c'est précisément ce rêve-là qui est en train de se dissiper, dans une forme d'éveil brutal et amer. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'effondrement d'une image, celle d'un leader infaillible, d'un sauveur providentiel, d'un homme qui parlait vrai, qui affrontait les puissants, qui comprenait les oubliés. Et lorsque cette image se fissure, elle laisse place à un vide difficile à combler. Le sentiment d'avoir été trompé n'est jamais simple à assumer. Il provoque un mélange étrange de honte, de colère et de déni. Et souvent, ceux qui se sentent ainsi ne crient pas. Ils se taisent, ils observent, ils se replient. C'est cette zone grise, cette période d'attente, ce moment de bascule que nous traversons. Et elle est périlleuse. Car dans ce vide idéologique, toutes sortes de récits alternatifs peuvent émerger. Certains chercheront un nouveau leader à idolâtrer, d'autres se tourneront vers le complotisme, d'autres encore s'enfonceront dans le cynisme total. Cette idée que plus rien n'a d'importance, que tout est mensonge, que la politique est un jeu fermé auquel ils n'ont jamais eu leur place. La France, encore une fois, n'est pas épargnée. Nous avons nous aussi connu ces phases de désillusion massive où l'image d'un président, d'un parti ou d'un projet s'est effondrée en direct. Et à chaque fois, ce n'est pas seulement le responsable politique qui chute, c'est une partie de notre foi collective en l'avenir qui se désintègre avec lui. On ne mesure pas assez combien la politique est une affaire de croyances, de symboles, de récits. Et lorsque le récit dominant s'effondre, comme c'est le cas aujourd'hui, autour de la figure de Trump, il ne reste qu'un champ de ruines symboliques où chacun tente de reconstruire, à sa manière, un sens à ce qui l'entoure. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la rapidité avec laquelle cette érosion se propage. À l'ère des réseaux sociaux, de l'instantanéité, des échanges transnationaux, le doute devient viral. Ce qui commence comme une prise de distance locale se transforme en signal mondial. Les vidéos de partisans déçus deviennent des fragments d'un récit plus vaste. Et ce récit, aujourd'hui, dit quelque chose de très clair. Même les figures les plus puissantes peuvent vaciller. Même les mythes les plus enracinés peuvent se briser. Dans ce contexte, l'Europe observe avec attention, non pas parce qu'elle se réjouit des difficultés américaines, mais parce qu'elle s'y reconnaît. Les dynamiques de rejet, d'épuisement, de quête de sens traversent aussi nos sociétés. Et lorsque le modèle dominant montre des signes de faiblesse, cela provoque autant d'inquiétude que d'opportunité. Inquiétude, parce qu'un monde sans repère clair est toujours instable. Opportunité parce que cela ouvre un espace pour de nouveaux récits, de nouvelles alliances, de nouveaux modèles. Mais encore faut-il savoir quoi en faire. Encore faut-il ne pas tomber dans la tentation du repli. Car l'autre danger, face à l'effondrement d'une image forte comme celle de Trump, c'est le vide stratégique. Qui va structurer le monde post-Trump? Qui va porter la voix de l'Occident dans un contexte de tension croissante avec la Chine, la Russie ou les puissances émergentes? Qui va inspirer confiance à des peuples fatigués, désorientés, vulnérables à la manipulation? Ces questions restent ouvertes. Et elles nous concernent. Car la France,
qu'on le veuille ou non, est encore perçu comme une nation d'idées, un laboratoire politique, un pays qui, malgré ses crises internes, cherche encore à faire sens. Mais pour cela, encore faut-il que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges, dans la recherche désespérée d'un homme providentiel, dans la polarisation extrême, dans la transformation du débat public en spectacle permanent. Et vous, avez-vous déjà eu cette impression que l'image projetée par un leader n'était qu'un décor fragile, que derrière les discours flamboyants, il ne restait rien de solide? Partagez votre ressenti dans les commentaires, dites-moi si ce chapitre vous parle, si vous avez vécu cette sensation de mirage politique. Écrivez « illusion »,« masque » ou même « chute » pour que je vois combien nous sommes à réfléchir ensemble à cette perte de repères. Il arrive parfois qu'une fracture locale devienne un séisme mondial. Ce qui se joue aujourd'hui dans les bastions américains qui se détachent progressivement de Donald Trump n'a plus rien d'un simple événement électoral. C'est un symptôme, un signal, une alarme sourde mais persistante. Et ce signal traverse les frontières avec une vitesse déconcertante. Non pas parce qu'il est transmis par les médias de masse ou les déclarations officielles, mais parce qu'il réveille un malaise diffus déjà présent dans tant d'autres sociétés, y compris ici, en France. Ce doute qui s'installe dans l'esprit des anciens partisans de Trump est contagieux au sens psychologique du terme. Il se propage non pas comme une idée rationnelle, mais comme une émotion collective. Une impression trouble que les piliers sur lesquels on croyait pouvoir s'appuyer sont en train de trembler. Et ce tremblement ne touche pas seulement les convaincus de l'Amérique conservatrice. Il ébranle tout un imaginaire collectif fondé sur la stabilité des grandes puissances occidentales. Si même les États-Unis peuvent perdre confiance en leur propre récit, alors qu'en est-il de nous? Ce phénomène de miroir psychique n'est pas nouveau. Il a été observé dans d'autres périodes d'instabilité, dans d'autres contextes géopolitiques. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'immédiateté, l'interconnexion, l'exposition continue à l'incertitude. Les Français, comme d'autres peuples européens, vivent déjà dans un climat saturé d'informations contradictoires, de prévisions apocalyptiques, de tensions sociales et économiques à répétition. Et voilà que l'Amérique, supposée incarner la maîtrise, le progrès, le leadership, donne elle aussi des signes de désorientation. Cela agit comme un amplificateur de notre propre anxiété collective. On le voit dans les discussions politiques, dans les comportements électoraux, mais aussi dans des sphères plus discrètes. Le marché du travail, par exemple, est de plus en plus marqué par une perte de sens. Les jeunes générations ne croient plus dans les promesses d'ascension sociale. Ils n'ont plus la certitude que l'effort mène quelque part. Ce climat d'insécurité mentale, car il s'agit bien de cela, trouve un écho direct dans la confusion américaine. Ce n'est pas seulement une question d'idéologie, c'est une crise du sens, du langage, de la projection dans l'avenir. La polarisation, phénomène souvent attribué au modèle américain, a désormais contaminé le débat français. Il suffit d'allumer un plateau télévisé ou de suivre une discussion sur les réseaux sociaux pour sentir cette tension presque physique. Cette manière de se parler sans s'écouter, de débattre sans nuance, de choisir son camp avant même d'avoir compris la question. Cette logique binaire, pour ou contre, ami ou ennemi, s'est installée comme un poison lent, et elle vient, en partie, de là-bas, de ce modèle d'opposition frontale que Trump a exacerbé jusqu'à la caricature. Mais le plus inquiétant, peut-être, ce n'est pas la radicalité assumée, c'est l'incertitude généralisée. Car dans ce climat d'épuisement idéologique, tout devient instable, même les symboles les plus puissants, même les figures les plus solides. On ne sait plus à qui faire confiance, on doute de tout, même de ceux qui disent vouloir nous protéger. Ce doute permanent, presque paranoïaque, est le terreau parfait pour la montée des extrêmes, mais aussi pour une paralysie démocratique silencieuse. Quand trop de voix crient en même temps, plus personne n'écoute. Et c'est alors que s'installe le chaos mou, cette impression que le monde tourne sans que personne ne le pilote vraiment. C'est dans ce contexte que les doutes américains prennent une tournure dramatique, parce qu'ils nous confrontent à notre propre impuissance. On regarde l'allié historique se débattre avec ses fantômes, et on se demande, sommes-nous mieux préparés
Avons-nous les outils pour éviter la même implosion? Ou sommes-nous, nous aussi, en train de perdre lentement la capacité de croire en quelque chose de commun, de stable, de durable? Ce doute est comme un brouillard. Il s'infiltre partout, dans les discours politiques, dans les programmes éducatifs, dans la presse, dans les entreprises. Il affaiblit la cohésion sociale. Il rend la solidarité plus fragile, la peur plus forte. Il pousse chacun à se replier sur sa vérité, son clan, sa bulle. Et cela, plus que toute autre chose, menace l'idée même de démocratie. Mais ce n'est pas une fatalité. Le doute peut aussi être un moteur. Il peut être un point de départ. Encore faut-il l'admettre, le nommer, le regarder en face. Et pour cela, il faut des espaces de parole sincères, des analyses profondes, des voix capables de relier les points, de déchiffrer les signes faibles avant qu'ils ne deviennent des tempêtes. Et vous, ressentez-vous ce brouillard autour de vous? Cette impression que les choses se délitent sans que l'on puisse vraiment les nommer? Écrivez-moi ce que ce chapitre vous évoque. Partagez un mot, une émotion, une intuition. Laissez en commentaire des mots comme flou, fatigue ou même contagion, si vous sentez que ce que vivent les États-Unis est, d'une certaine manière, déjà chez nous. Lorsque les États-Unis éternuent, le monde entier retient son souffle. C'est une phrase que l'on a beaucoup entendue au cours du XXe siècle, souvent utilisée pour souligner l'importance économique ou militaire de la première puissance mondiale. Mais aujourd'hui, cette dynamique a pris une tournure plus subtile, plus psychologique, plus culturelle. Ce n'est plus seulement une question de marché ou de traité, c'est une question de climat mental global. Et c'est là que la France se retrouve dans une position à la fois vulnérable et révélatrice. Car si l'Amérique vit une désintégration lente de son image, ce processus n'est pas sans conséquences chez nous. L'influence américaine, autrefois symbole de modernité et d'horizon, devient aujourd'hui un miroir de nos propres fractures. Ce glissement progressif s'opère presque sans que l'on s'en rende compte. Il se manifeste dans les mots que nous utilisons, dans les débats qui nous agitent, dans les postures que prennent nos dirigeants. On commence à entendre des expressions venues directement du vocabulaire politique américain. Deep State, cancel culture, fake news, woke, alternative facts. Ces termes, bien qu'ils viennent d'un contexte très spécifique, sont recyclés en France, souvent sans nuance, et finissent par déformer notre propre perception de la réalité. Le langage façonne la pensée, et lorsque notre pensée politique devient une importation mal digérée de l'Amérique fracturée, notre capacité à comprendre nos propres tensions s'effrite. Mais ce n'est pas qu'une affaire de mots, c'est une mécanique plus profonde, un mimétisme inconscient. Prenons par exemple le climat de méfiance généralisé à l'égard des institutions. Ce phénomène, qui explose aujourd'hui aux États-Unis avec une défiance radicale envers les médias, la justice, les scientifiques, a commencé à gagner du terrain ici aussi. Il suffit de regarder l'érosion de la confiance envers les autorités sanitaires, les élections ou même l'école publique. Ce n'est pas un rejet frontal. C'est plus insidieux, un soupçon permanent, une perception d'opacité, une impression que tout est joué d'avance. Cette mentalité, si elle s'enracine, rend toute gouvernance légitime de plus en plus difficile. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que cette influence n'est plus seulement culturelle ou idéologique, elle devient structurelle. Les algorithmes des plateformes sociales qui dictent notre attention sont conçus à partir de normes américaines. Les contenus qui explosent en viralité suivent une logique émotionnelle qui privilégie l'indignation, le choc, la polarisation. Ce climat émotionnel n'est pas neutre, il forme nos opinions, oriente nos colères, alimente nos frustrations. Une partie croissante de la jeunesse française se politise non plus dans l'espace public réel, mais dans des univers numériques où dominent les récits américains de conflits raciaux, de haine institutionnelle, de soupçons permanents. Ce transfert de paradigme crée une forme d'ingérence douce, presque invisible, mais redoutablement efficace. La France, pays de débats, d'idées, de contradictions assumées, est en train de se réinventer dans un cadre mental qui n'est plus le sien. Nous parlons d'identité, d'immigration, de genre, de pouvoir, avec des lunettes fabriquées ailleurs.
Et cela engendre une sorte de dissonance cognitive collective. D'un côté, une tradition française de pensée critique, de complexité, de nuances. De l'autre, une montée de simplification brutale, de slogans, de narratifs binaires qui saturent l'espace médiatique. Cette tension crée une instabilité intérieure. Elle fracture encore davantage une société déjà tiraillée par des clivages historiques profonds. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas que la France soit influencée par l'Amérique. Cela a toujours été le cas, à des degrés divers. Ce qui est inquiétant, c'est que cette influence ne soit plus enrichissante, mais appauvrissante. Qu'elle ne soit plus une inspiration, mais un mécanisme de reproduction de nos pires tendances. Nous copions les symptômes sans comprendre les causes. Et en retour, nous affaiblissons notre propre capacité à proposer des réponses françaises aux défis de notre temps. Et ce phénomène, loin d'être marginal, est en train de remodeler l'espace politique. Les discours populistes, qu'ils viennent de l'extrême droite ou de la gauche radicale, reprennent les codes narratifs américains, l'élite contre le peuple, le complot contre la vérité, la nation pure contre l'ennemi intérieur. Même les stratégies de communication politique s'américanisent. Storytelling personnel, attaque ad hominem, court-circuitage des institutions. Tout se joue sur le terrain émotionnel, dans une guerre d'images et de perceptions, et non plus dans une confrontation d'idées. Alors que le modèle américain chancelle, nous devrions nous interroger. Pourquoi continuons-nous à l'imiter ? Pourquoi importer les crises d'un système en pleine implosion au lieu de chercher à en tirer les leçons? La réponse n'est pas simple. Elle touche à notre fascination pour la puissance, à notre peur du vide, à notre besoin d'identifier des repères dans un monde qui en manque cruellement. Et vous, sentez-vous cette influence invisible qui façonne nos débats? Avez-vous remarqué cette manière de parler, de penser, de se diviser qui ne semble plus tout à fait française? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Dites-moi si ce chapitre vous a fait réfléchir. Écrivez influence, langage ou réflexion si vous sentez vous aussi que la France absorbe plus qu'elle ne filtre. Il y a au cœur de notre époque une forme de fatigue qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas une lassitude physique, ni même une simple saturation médiatique. C'est une fatigue plus profonde, presque existentielle, qui touche à notre rapport à la démocratie, à l'autorité, à la parole publique. En observant les soubresauts politiques des États-Unis, et notamment la rupture de plus en plus visible entre Donald Trump et certains de ses électeurs historiques dans le Michigan, il devient difficile de ne pas faire le lien avec nos propres fissures françaises. Ce n'est pas une simple comparaison mécanique, c'est un effet de résonance. Car cette lassitude, ce doute, cette distance croissante entre les citoyens et leurs représentants, nous la vivons ici aussi, parfois avec les mêmes mots, parfois avec les mêmes silences. La démocratie, telle qu'elle a été pensée dans les décennies d'après-guerre, repose sur un pacte symbolique fort, celui d'un contrat de confiance, même imparfait, entre des institutions représentatives et une population diverse, mais rassemblées autour d'un socle commun. Ce socle, fait de valeurs partagées, de respect des règles, de projection dans un avenir commun, semble aujourd'hui se déliter, pas seulement aux États-Unis, en France également. Et cette perte d'adhésion ne se manifeste pas toujours par des cris ou des révoltes visibles. Parfois, elle prend la forme d'un retrait, d'un regard vide, d'un abstentionnisme massif, d'une ironie glacée face à tout discours venu d'en haut. C'est là que la fracture devient culturelle, et non plus simplement politique. Ce que révèle le désenchantement américain vis-à-vis de Trump, c'est la limite d'un système saturé de spectacles et vidé de sens. En France, cette saturation prend d'autres formes, mais ses effets sont similaires. Les figures politiques peinent à incarner autre chose qu'un rôle. Leur parole est perçue comme stratégique, intéressée, fausse. L'authenticité, autrefois rare mais précieuse, devient aujourd'hui une monnaie presque impossible à trouver. Et pourtant, c'est bien cela que les citoyens cherchent. Non pas des réponses miracles, mais des visages sincères, des engagements clairs, une forme de langage vrai. Ce besoin criant d'authenticité, de clarté, de lien direct traverse toutes les classes sociales, tous les âges, tous les territoires. Il est devenu
une urgence démocratique. La fracture dont il est question n'est pas une simple division entre droite et gauche, entre classe populaire et élite. Elle est aussi temporelle. Elle oppose deux visions du temps, celle d'un pouvoir qui fonctionne selon des cycles électoraux, des discours planifiés, des stratégies à court terme, et celle d'un peuple qui vit dans l'instant, dans l'immédiateté numérique, dans l'instabilité permanente. Entre ces deux temporalités, il n'y a plus de passerelle. L'une accélère, l'autre s'épuise. Et cette dissonance génère une tension invisible mais constante, un bruit de fond, un agacement, une perte de sens qui se diffuse jusque dans nos écoles, nos hôpitaux, nos entreprises. Ce malaise n'est pas sans conséquence sur notre culture démocratique. Il altère notre capacité à débattre, à écouter, à accepter la complexité. Tout devient binaire, tout devient soupçon. L'opinion remplace l'analyse. La conviction devient un cri, non un raisonnement. Et dans ce climat, la tentation du repli identitaire, du rejet systématique de la recherche d'un ennemi devient plus forte. Le « nous » contre eux devient un réflexe. Et c'est ainsi que s'effondrent les sociétés ouvertes. En observant le recul de Trump dans certains bastions électoraux, on comprend que même les figures les plus puissantes ne peuvent pas tenir éternellement sur un mythe. À un moment donné, la réalité rattrape toujours la narration. Et ce retour brutal du réel peut avoir un effet destructeur. Il érode la confiance générale, non seulement envers l'homme, mais envers tout ce qu'il symbolisait. Et c'est cela qui rend la situation américaine si révélatrice. Elle nous montre ce qui se passe quand le rêve politique devient cauchemar social, quand l'espoir d'une alternative se transforme en amertume durable. La France n'est pas encore au même stade, mais elle glisse, lentement, par petits morceaux. On le sent dans les conversations du quotidien, dans la fatigue des enseignants, dans l'agacement des soignants, dans le désengagement des jeunes. Il ne s'agit pas d'une grande révolution visible, mais d'un effritement progressif, presque imperceptible, de notre lien civique. Et tant que ce lien n'est pas réparé, tant que la parole politique reste un bruit vide dans l'oreille des citoyens, la spirale de la méfiance continuera. Et vous, sentez-vous cette fracture grandissante? Avez-vous, vous aussi, le sentiment que le lien démocratique s'effrite autour de vous? Dites-le moi dans les commentaires. Écrivez simplement « fatigue »,« désaccord » ou « fracture » si vous avez ressenti cette même tension, ce même flottement, cette même attente, sans réponse. Il arrive un moment où l'attente se transforme en vertige. Lorsque les promesses ne sont plus tenues, lorsque les discours perdent leur poids, lorsque les visages changent, mais que les problèmes restent, une fatigue invisible s'installe dans le corps social. Et cette fatigue, longtemps contenue, finit par s'inverser. Elle devient une énergie négative, flottante, prête à se cristalliser au moindre choc. C'est là que le danger commence à prendre forme, non plus dans la confrontation visible entre pouvoir et opposition, mais dans le silence tendu qui précède l'éruption. Ce que traverse une partie de l'Amérique aujourd'hui, et notamment cette frange d'électeurs de Trump qui commence à basculer dans l'indifférence ou la rancœur, ce n'est pas juste une déception politique. C'est une rupture de lien, un abandon intérieur, un sentiment de trahison si profond qu'il n'a plus besoin de s'exprimer pour faire mal. Il agit de manière souterraine, comme une corrosion lente. En France, cette corrosion a commencé à s'installer depuis plusieurs années. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas forcément la une des journaux tous les jours, mais elle est là. Elle se voit dans les déserts démocratiques, ces zones où l'abstention dépasse les 60%, où la politique ne pénètre plus que sous forme d'éclats de colère ou de cynisme. Elle se perçoit dans la rupture générationnelle qui s'amplifie entre les jeunes qui ne croient plus aux institutions et les générations plus âgées qui s'accrochent à une mémoire d'un État-providence qui n'existe plus tout à fait. Elle se manifeste dans le repli social, dans la montée de l'individualisme défensif, dans la peur de l'autre, dans l'obsession sécuritaire. Ce que Trump a réussi à capter pendant un temps, c'est cette attente de réparation symbolique,
une envie de revanche sur l'histoire, sur l'élite, sur le système. Il a offert une narration simple, puissante, émotionnelle. Il n'a pas eu besoin d'argumenter longuement. Il lui a suffi de désigner des coupables, d'inverser les récits, de projeter la force. Mais une fois au pouvoir, le décor s'est fissuré, et ceux qui l'avaient cru différent ont vu que le chaos ne résolvait pas les plaies, qu'il les approfondissait. Aujourd'hui, ceux qui se détournent de lui ne cherchent plus forcément un autre chef, mais un sens, une direction, une cohérence. Ce besoin de sens est peut-être le point de jonction le plus fort entre les États-Unis et la France. Car nous aussi, nous vivons cette perte d'idéal, cette absence d'horizon commun, cette impression de tourner en rond dans un monde saturé de bruit mais vide de sens. Le vide politique s'est transformé en vide émotionnel. Et ce vide-là est beaucoup plus dangereux, car il crée un terrain fertile pour toutes les manipulations. Il rend les esprits disponibles aux extrêmes, aux fausses évidences, aux promesses de table rase. Il encourage la dérive autoritaire, la nostalgie fantasmée, la demande d'ordre absolu. Et dans ce climat, il suffit parfois d'une étincelle pour faire basculer des régions entières dans la radicalité. Les mécanismes sont connus. Ils ont été étudiés dans d'autres contextes. Ce qui est nouveau, c'est leur vitesse de propagation. Ce qui prenait autrefois des années à se cristalliser peut aujourd'hui s'enflammer en quelques semaines, voire quelques jours. Cette volatilité émotionnelle et politique est l'un des symptômes les plus inquiétants de notre époque. Elle empêche les constructions longues, les projets stables, la vision sur le long terme. Elle transforme les campagnes électorales en affrontements théâtraux. Elle pousse les dirigeants à courir après l'opinion plutôt qu'à la guider. Elle enferme les citoyens dans une boucle permanente de frustration, d'excitation, puis de déception. Et ce cycle, si l'on n'en sort pas, finit par user les démocraties jusqu'à l'os. En observant le retournement progressif d'une partie de la base électorale de Trump, on peut voir un scénario prémonitoire. Ce qui se joue là-bas pourrait très bien se reproduire ici. Le visage changera peut-être, la langue aussi, mais le mécanisme restera le même. Une figure forte surgit, capte la douleur, la convertit en colère, la dirige vers des ennemis, puis échoue à tenir ses promesses et laisse derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Ce champ, personne ne sait comment le reconstruire. Et c'est ce qui inquiète le plus, l'absence de relève crédible, l'absence de récits alternatifs solides, l'absence de souffle. Et vous, ressentez-vous cette fatigue qui devient colère sourde? Avez-vous l'impression que quelque chose se brise sans que l'on sache exactement comment le réparer? Dites-le-moi dans les commentaires. Écrivez colère, vide ou même plus d'idéal si vous avez ressenti vous aussi ce vertige dans les discours d'aujourd'hui. Quand la fatigue devient structurelle, quand la colère ne trouve plus d'issue politique crédible, il ne reste souvent qu'une seule échappatoire, le chaos. Non pas le chaos flamboyant, visible, explosif, que l'on associe aux révolutions ou aux émeutes massives, mais un chaos plus discret, plus pernicieux. Celui qui se glisse dans les interstices du quotidien, qui s'installe dans les institutions en apparence encore fonctionnelles, mais vidées de leur substance. C'est ce type de chaos que l'on commence à percevoir, d'abord aux États-Unis, dans la désagrégation lente de la parole publique, puis ici en France, dans un glissement à peine perceptible de la confiance vers l'instinct, de la loi vers l'émotion, du collectif vers la survie individuelle. Dans le Michigan, cette dynamique se fait sentir de façon particulièrement frappante. Là où les habitants avaient un temps cru à une restauration de l'ordre et de la prospérité sous l'égide d'un Trump conquérant, ne reste aujourd'hui qu'un sentiment diffus de désillusion. Loin de la promesse d'un redressement, c'est une spirale d'instabilité que beaucoup disent vivre au quotidien. Inflation, déclassement, criminalité, solitude numérique. Des éléments qui, isolément, pourraient sembler anecdotiques, mais qui, mis bout à bout, forment un paysage émotionnel de plus en plus sombre. Et dans ce paysage, une idée s'installe lentement, celle que rien ne changera, que le système est verrouillé, que tout est foutu. Et c'est cette résignation, ce renoncement intime qui ouvre la porte au chaos. En France, ce même climat s'infiltre dans les consciences.
Il ne se manifeste pas nécessairement par des violences directes, mais par un effondrement des repères. L'école n'arrive plus à transmettre un récit commun. L'univers politique n'offre plus de vision mobilisatrice. Le monde du travail est perçu comme une course absurde, sans reconnaissance ni stabilité. Les jeunes générations se sentent déconnectées du monde adulte, enfermées dans des injonctions contradictoires, réussir vite, consommer éthique, rester positif tout en absorbant une actualité anxiogène en continu. Ce contraste permanent entre les attentes et la réalité produit un effet de tension psychique presque permanent. Et dans cette tension, certains finissent par se dire que la seule réponse possible est de tout faire sauter. Ce désir de rupture radicale, qui monte aussi bien à gauche qu'à droite, dans les discours politiques comme dans les comportements sociaux, est un symptôme classique d'un système à bout de souffle. Lorsque plus aucune des promesses fondamentales de la démocratie représentative ne semble crédible, justice sociale, égalité des chances, participation réelle, c'est l'idée même de société qui est mise en cause. Les théories complotistes, les appels à la désobéissance, les fantasmes d'insurrection deviennent alors des refuges mentaux. Non pas parce que les gens veulent réellement la guerre civile, mais parce que dans un monde où tout semble figé, seule la destruction semble encore capable de produire du mouvement. Mais ce basculement n'est pas seulement le fait d'individus isolés ou marginaux. Il prend racine dans des strates entières de la population, des parents qui ne croient plus à l'école, des travailleurs qui ne croient plus au mérite, des électeurs qui ne croient plus au vote. Ce sont des citoyens, au départ raisonnables, engagés, soucieux du bien commun, qui, face à l'accumulation des injustices et au cynisme ambiant, finissent par décrocher. Et ce décrochage n'est pas silencieux, il est contagieux, il change le ton des conversations, la nature des revendications, l'architecture même du débat public. On ne discute plus pour convaincre, mais pour gagner. On ne vote plus pour choisir, mais pour sanctionner. On ne rêve plus d'avenir, on tente juste de ne pas sombrer. Face à ce climat, la France, comme les États-Unis, se retrouve dans une forme d'urgence sourde. Une urgence non pas d'agir dans la précipitation, mais de redonner sens, cadre, espoir, de réinventer un langage politique qui ne soit pas une simple stratégie de communication, mais une proposition existentielle. Car tant que le vide persistera, le chaos avancera. Et dans ce chaos, toutes les formes de manipulation deviennent possibles. Le repli identitaire, l'autoritarisme, le rejet violent de l'autre. Il faut comprendre que l'attente d'une solution miracle n'est pas un caprice populaire. C'est le symptôme d'un système qui n'a pas su écouter à temps. Et lorsqu'on ne construit plus de réponse collective, le désordre devient la réponse par défaut. Et vous, sentez-vous que le vide a commencé à prendre le dessus? Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange où l'on ne croit plus, mais où l'on ne peut pas non plus renoncer totalement? Dites-moi ce que ce chapitre vous inspire. Commentez avec des mots comme « vide intérieur »,« plus rien à perdre » ou « urgence sourde » si vous sentez que cette tension monte aussi autour de vous. Ce qui fait tenir une société debout, ce ne sont pas seulement ses lois, ses institutions ou ses forces économiques. Ce sont les récits qu'elle se raconte à elle-même, les mythes fondateurs, les souvenirs partagés, les tragédies surmontées ensemble, les victoires collectives, les idéaux qui justifient le vivre ensemble. Lorsqu'une nation commence à oublier pourquoi elle s'est construite, ou pire, lorsqu'elle doute de la validité même de son existence, alors le sol symbolique sous ses pieds commence à se fissurer. Et c'est cette fissure que l'on sent s'élargir à travers l'Occident, des États-Unis à la France, en passant par tant d'autres démocraties fatiguées. Aux États-Unis, ce doute profond est incarné dans la dégradation progressive du rapport à l'histoire. La question raciale, les divisions mémorielles, la guerre des statuts, les manuels scolaires réécrits sous pression idéologique, tout cela témoigne d'un pays qui ne sait plus comment raconter son propre passé. L'idée même de ce que signifie être américain est devenue un champ de bataille. Et c'est dans ce vide identitaire que des figures comme Trump ont trouvé un terrain fertile. Non pas en proposant une mémoire apaisée, mais en imposant un récit conflictuel, viril, nostalgique, excluant.
Un récit où les blessures sont instrumentalisées, où l'histoire devient arme et non plus terrain de compréhension. En France, ce brouillage mémoriel prend une autre forme, plus subtile, mais tout aussi dangereuse. Il y a une fatigue face à l'histoire, une impression que les commémorations se répètent, que les leçons du passé ne parlent plus au présent, que les mots républicains ne résonnent plus que dans des discours officiels et non dans la vie réelle. Cette distance crée une faille générationnelle. Les jeunes entendent parler de résistance, de laïcité, de droits conquis, mais ces mots leur semblent souvent déconnectés de leur quotidien précaire, numérique, multiculturel. Ce décalage n'est pas une simple crise de transmission, c'est un risque majeur de décrochage symbolique. Car sans mémoire active, vivante, adaptée, une nation devient vulnérable à tous les récits de remplacement, à toutes les radicalités identitaires ou communautaires. Ce que nous voyons émerger, à travers le rejet croissant des figures politiques traditionnelles, c'est peut-être aussi un rejet de l'histoire telle qu'elle nous a été transmise. Pas pour ce qu'elle contient objectivement, mais pour la manière dont elle a été utilisée. Trop souvent, la mémoire a été mobilisée pour justifier l'ordre, pour étouffer le débat, pour imposer un cadre. Et dans une époque saturée d'injustices perçues, cette mémoire officielle devient suspecte. Ce soupçon s'est diffusé partout, dans l'école, dans les médias, dans les cérémonies nationales. Et il nourrit une désaffiliation lente mais puissante, une déconnexion des repères communs. Dans ce contexte, les récits alternatifs se multiplient. Les forums numériques regorgent de contre-histoires, de versions déformées ou réécrites du passé. Certains y trouvent des réponses, d'autres s'y perdent. Mais tous cherchent en réalité la même chose, du sens, une logique, une cohérence, une justification de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ce besoin de compréhension est ancien, universel. Mais lorsqu'il n'est pas satisfait par des outils solides, rigoureux, partagés, il devient une brèche pour toutes les formes de manipulation. Trump, comme d'autres leaders autoritaires dans le monde, a bien compris cela. Il n'a jamais proposé une politique de mémoire cohérente. Il a proposé une mémoire émotionnelle, une mémoire faite de ressentiments, de fierté blessée, de glorification sélective. Il n'a pas cherché à unir, mais à rallier, et cela a fonctionné. Pas parce que les gens étaient dupes, mais parce qu'ils étaient abandonnés. En l'absence d'un récit national fort, crédible, incarné, ils ont pris ce qu'on leur offrait, même si c'était un miroir brisé. La France est aujourd'hui à la croisée de ce même chemin. Soit elle réussit à réenchanter son récit collectif, à renouer avec une mémoire qui parle au présent, qui intègre les complexités, les douleurs, les contradictions du pays réel. Soit elle continuera de voir fleurir des récits concurrents, parfois dangereux, souvent simplistes, toujours fragmentés. Car une nation ne tient pas seulement par ses lois ou son économie. Elle tient par l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Et si cette idée devient floue, flétrie ou honteuse, alors c'est le lien entre les citoyens qui se délite. Et vous, sentez-vous que notre mémoire collective s'efface ou se fragmente? Avez-vous l'impression que les grandes idées qui nous ont unis deviennent de simples slogans? Dites-le-moi dans les commentaires. Écrivez « Mémoire perdue », plus d'histoires communes, ou même « Nostalgie confuse », si vous ressentez cette même déconnexion symbolique autour de vous. Il existe une sensation étrange, presque physique, que beaucoup de gens décrivent aujourd'hui sans toujours savoir la nommer. C'est une forme de vide, pas un vide géographique, pas une absence matérielle, mais un vide d'imaginaire, un sentiment diffus que ce que l'on nous propose, ce que l'on nous promet, ce que l'on nous projette, n'a plus de consistance, que les mots politiques ont perdu leur charge symbolique, que les discours ne fabriquent plus de futur. Ce vide, qui ronge lentement les démocraties occidentales, est devenu l'une des forces les plus puissantes de notre époque. Et pourtant, il reste largement sous-estimé. Aux États-Unis, ce vide est apparu avec une brutalité particulière après le déclin progressif de l'image de Donald Trump. Car Trump, malgré tout, avait offert un récit, un style, un imaginaire, conflictuel, clivant, mais bien réel. Il avait donné à une partie de la population un cadre dans lequel se projeter, une émotion politique à incarner.
Lorsque cette bulle a commencé à se dégonfler, notamment dans des États comme le Michigan, ce n'est pas seulement un homme politique qui a été mis en cause. C'est une ambiance entière qui s'est effondrée. Une structure d'attente, un théâtre symbolique, une mythologie électorale. Et le vide laissé par cette désillusion s'est révélé plus oppressant que prévu. Ce phénomène n'est pas isolé. Il se réplique avec une étrange régularité dans d'autres démocraties. En France, on ressent également ce vide, dans une version plus lente mais tout aussi profonde. Il ne s'agit pas d'un manque de débat. Au contraire, nous sommes saturés de polémiques, de clashs, de buzz politique. Mais ces tempêtes quotidiennes ne construisent rien, elles n'élèvent rien, elles ne laissent aucune trace durable, elles ne produisent ni vision ni cohérence. Ce sont des micro-événements émotionnels qui consomment l'attention sans jamais nourrir l'esprit. Et c'est là que le problème devient existentiel, car les sociétés humaines ont besoin de récits, d'horizons, de projets collectifs pour tenir debout. Quand les institutions ne les produisent plus, quand les dirigeants se contentent de gérer la crise au lieu de penser l'avenir, alors c'est l'espace mental des citoyens qui se rétracte. On ne rêve plus, on ne planifie plus, on ne construit plus d'utopie, on se replie, on se défend, on se désengage. Le politique cesse d'être une promesse et devient une menace, ou pire, une indifférence. Ce vide de l'imaginaire politique n'est pas sans conséquences concrètes. Il alimente l'instabilité émotionnelle, la fatigue civique, l'émergence de comportements erratiques. Il affaiblit la confiance dans les institutions, mais aussi dans les autres, car lorsque le système cesse de porter un sens collectif, chacun devient son propre repère, sa propre vérité. Et dans ce monde de micro-univers fragmentés, la solidarité se dissout. L'autre devient un danger, un concurrent, un intrus. Ce climat, on le sent de plus en plus dans les discours publics, dans les relations sociales, dans l'espace numérique. Il ne se traduit pas forcément en violence physique, mais en violence symbolique, moquerie, agressivité verbale, mépris réciproque. Une guerre froide sociale, en quelque sorte. Ce n'est pas une simple crise passagère, c'est une mutation. L'effondrement du politique en tant qu'espace symbolique partagé est une rupture de civilisation, et cette rupture laisse place à toutes les formes de récupération. Les groupes radicaux, les influenceurs complotistes, les figures autoritaires savent parfaitement comment capter cette énergie du vide. Ils la nourrissent, ils la stylisent, ils la transforment en mouvement, en croyance, en acte. Et ceux qui n'y trouvent pas refuge s'enfoncent dans un autre abîme, la précarité mentale. Cette zone grise où rien ne semble fiable, où tout semble interchangeable, où plus rien n'excite ni ne scandalise. Ce que vivent les électeurs américains aujourd'hui, ce que vivent les Français silencieux, qui ne se retrouvent plus dans aucun discours, c'est une perte de texture dans la parole politique, une impression que les mots glissent, qu'ils ne collent plus, qu'ils ne s'ancrent nulle part. Et face à cette désorientation, la tentation du nihilisme grandit. Pourquoi voter? Pourquoi débattre? Pourquoi s'informer? Pourquoi croire? Si tout se vaut, si tout est manipulé, si tout est chaos, alors mieux vaut ne rien attendre. Ce désengagement radical n'est pas un hasard. Il est le symptôme d'un corps social qui a trop attendu, trop cru, trop été trahi. Il est urgent de reconstruire un imaginaire, pas un retour en arrière, pas une nostalgie maquillée, mais un projet nouveau, inclusif, crédible, même modeste. Car sans cela, le vide continuera de s'étendre, et dans ce vide, rien ne pousse, sauf la peur. Et vous, ressentez-vous ce vide autour de vous? Cette impression que la parole publique ne touche plus rien, que le futur n'est plus formulé? Dites-le moi dans les commentaires. Laissez un mot qui exprime ce que vous ressentez, vide, plus de futur, ou même fatigue symbolique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ce récit a résonné en vous, et nous voulons savoir quoi. Dites-nous dans les commentaires comment ce contenu vous a touché, quelle idée, quelle émotion, quel mot a provoqué en vous une réflexion, un frisson ou peut-être même un déclic. Votre avis compte, votre voix fait partie de ce que nous construisons ici.
un espace d'analyse sincère, humaine, libre, où l'on ne survole pas les sujets, mais où l'on ose aller au fond des choses. Alors prenez un instant et partagez avec nous ce que ce voyage vous a fait ressentir. Et surtout, si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu profondément transformateur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. C'est grâce à vous que cette mission peut continuer. Un like, un abonnement, un commentaire. Ce sont des gestes simples mais essentiels pour faire grandir cette communauté de conscience. Et n'oubliez pas, une nouvelle vidéo vous attend dès maintenant à l'écran de fin. Elle prolonge cette réflexion. Elle ouvre d'autres portes. On vous y retrouve tout de suite. À très bientôt.